Le manque de rigueur, de courage des journalistes américains rendent possible ce qui est en train de se passer. Et ne vous égarez pas, la véritable histoire n'est pas celle que J.D. Vance, que Fox News et que Donald Trump essaie de vous vendre. La véritable histoire, c'est celle d'un, non seulement une volonté d'étouffer toute opinion qui remet en question l'autorité de Donald Trump. Et l'humour, vous le savez, on en parle très souvent ici, l'humour joue un rôle extrêmement important dans ce travail de résistance. Et l'histoire, c'est aussi celle de la capitulation, on va en parler en deuxième partie de cette émission, la capitulation du monde des affaires, de l'argent, qui ont décidé d'être all-in derrière Donald Trump, derrière la volonté de Donald Trump fascisante de exercer un pouvoir sans partage, sans équivalent dans l'histoire américaine, parce que financièrement, ça les rend plus riches. Hein, c'est vraiment ça l'histoire. Et dans cette idée, ce qui est presque amusant aujourd'hui, c'est de voir les différentes manières dont Donald Trump lui-même, par exemple, essaye de justifier ce qui vient de se passer. Parce qu'il ne veut pas que l'on mette la lumière sur ce qui est en train de se passer dans les coulisses du pouvoir. Parce que c'est un système d'une corruption absolue. Et donc ce matin, heure américaine, en fin de journée, interrogé en Angleterre, il expliquait que le renvoi de Jimmy Kimmel, était lié à ces chiffres d'audience. Vas-y Thomas. Vice President Vance said that free speech is under attack in the UK. Do you agree with him? And Prime Minister, we saw the dismissal of a very well-known chat show host in America last night, Mr. Kimmel. Is free speech more under attack in Britain or America? Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. Yeah, please, go ahead. Yeah, I mean, firstly... Ouais, décalage horaire, sûrement. Donc, il nous explique que Jimmy Kimmel a été viré parce qu'il ne fait pas une bonne audience, parce qu'il n'a pas le talent et parce qu'il a dit des choses horribles. Hein, des choses horribles. Vous les avez vues, vous les avez lues, vous les avez entendues sur Charlie Kirk. Il y a quelques minutes, interrogé à bord de Air Force One, il a trouvé une nouvelle excuse au renvoi de Jimmy Kimmel. Et cette fois-ci, derrière ces lignes-là, se dessine quelque chose de beaucoup plus vrai. Vas-y, Thomas. Look, that's something that should be talked about for licensing, too. When you have a network, then you have evening shows, and all they do is hit Trump. That's all they do. If you go back, I guess they haven't had a conservative on in years or something, somebody said. But when you go back and take a look, all they do is hit Trump. They're licensed. They're not allowed to do that. They're an arm of the Democrat Party. Thank you, everybody. Voilà, donc ce que Donald Trump vient de dire dans cet échange qui a été enregistré tout à l'heure au bord de Air Force One, c'est de dire que dans ces émissions, la seule chose qu'ils font, c'est de s'attaquer à Trump. Hein, il parle de lui à la troisième personne. Donc, la seule chose qu'ils font, c'est de s'attaquer à Trump
Ils ont une licence, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Donc là, on essaye de trouver du côté après avoir joué la carte de « il n'a pas de talent, il a été viré pour ça », la carte de la justification légale. Ils ne font qu'attaquer Donald Trump. Ils ont une licence, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est le cœur du pouvoir de Donald Trump, et on revient au projet 2025. C'était quelque chose qui était dans ce projet 2025, qui était de dire que le pouvoir fédéral, donc la Maison-Blanche, pouvait utiliser son poids pour forcer les médias à s'aligner. Et c'est ce que Trump fait. On l'a vu dans le cadre de CBS et le renvoi de Stephen Colbert et cette pression mise sur 16 Minutes. On va retourner sur ce tweet, Thomas, de tweet sur Truth Social de Trump qui date de justement, non, ça c'est beaucoup plus haut. Vas-y, lorsque le numéro 6, lorsque nous sommes donc nous sommes en avril dernier, et il n'est pas content contre 60 Minutes qui a fait un sujet où il y a Zelensky, et Zelensky explique d'une certaine manière que Trump ne fera rien contre Poutine et qu'il ne condamnera jamais Poutine. On est en avril, on est en septembre. Il ne s'est rien passé contre Poutine, donc bon, vous voyez. Et donc là, il met cette pression de dire que peut-être ça serait le boulot du hautement respecté. Lorsque Trump parle de quelqu'un de hautement respecté, c'est parce que justement, il ne l'est pas. Parce que c'est un apparatchik. C'est quelqu'un qui a été nommé de manière politique, on va en parler tout de suite, qui est Brendan Carr, qui est donc à la tête de la Federal Communication Commission, la FCC, donc qui est en charge, un petit peu comme l'ARCOM, des licences d'émission, dans le sens émettre ici. Et donc, de dire, ça serait bien qu'il se penche sur le côté CBS. CBS n'est plus un problème pour Trump aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a permis que dans le sens d'un merge, un proche de Trump aujourd'hui, un milliardaire, soit propriétaire de CBS. Et ce qui est en train de se passer ces derniers jours à CBS, c'est une reprise en main où on fait venir des personnes proches de l'extrême droite américaine, proches de Donald Trump, proches d'Elon Musk, et on les place à la tête des rédactions pour être certain qu'il n'y ait plus de contestation possible. Donc ça, c'était en avril, mais il n'y a pas une semaine où Donald Trump suggère à Brendan Carr, le patron du FCC, nommé par Donald Trump. On va voir lorsque il avait annoncé sa nomination, il n'était pas encore 17 novembre, donc déclaration du président Donald J. Trump, en expliquant que voilà, Brendan Carr allait devenir le patron du FCC. Je vous parle beaucoup de Brendan Carr parce que vous allez voir le rôle qu'il a joué ces dernières 24 heures. Tout ça au nom de la liberté de parole. Parce que ce qui est ironique, et c'est un tournant qui est né aux États-Unis dans les années Bush, c'est de se positionner en termes de discours politique parce qu'on espère que le public n'aura pas l'esprit critique, ne fera pas le travail de vérifier. Et donc, on s'est dit, c'est quelque chose que j'avais détaillé dans mon livre il y a très longtemps chez Flammarion qui s'appelait Bushland, de dire, voilà, trouvons un nom positif qui cache une idée négative. Quand, par exemple, sous l'administration Bush,
on supprime des lois qui ont été passées dans les États-Unis au moment où il y avait une réforme de la société américaine pour le meilleur dans les années 70, donc des lois qui pénalisent les entreprises polluantes. Donc pour limiter, par exemple, la pollution des nappes phréatiques, la pollution de l'eau ou la pollution de l'air, on va faire un texte qui leur enlève tout ce qui était contrainte, tout ce qui était risque de se retrouver avec des punitions financières, voire plus tard des peines de prison. Et ce texte de loi, appelons-le le texte pour les clean skies, les ciels propres, alors que ça fait le contraire. Et aujourd'hui, le mot free speech, c'était le même que j'ai posté sur Maintenant Média, qui est là, tu dois l'avoir, c'est de dire, on utilise le terme de liberté de la parole, mais en fait, cette liberté de la parole, c'est exactement le contraire. Lorsque Donald Trump, lorsqu'il nomme Carr à la tête de la FCC, son idée, c'est de dire non, mais il va garantir la liberté de la parole. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mène une croisade en utilisant son pouvoir politique, en disant non, nous, la liberté de la parole, si c'est critiquer Donald Trump, on n'en veut pas. Et non seulement on n'en veut pas, mais on va soit vous punir, soit financièrement vous récompenser, parce que c'est là où réside le nœud de l'histoire, on va financièrement vous récompenser si justement vous supprimez de l'antenne tout ce qui est discours qui critique Donald Trump. Et c'est pour ça que tout à l'heure, sa déclaration à bord d'Air Force One en disant « ils ont une licence, ils n'ont pas le droit », c'est évidemment un appel du pied à Brendan Carr. Dans Brendan Carr, on vous en avait parlé il y a quelques mois, c'est un personnage clé de cette reprise en main, de cette installation de la censure sur les médias américains. Brendan Carr, c'est quelqu'un qui, avant de travailler pour Donald Trump, est quelqu'un qui vient de la Heritage Foundation. C'est quelqu'un qui est un des auteurs du projet 2025. Dans le projet 2025, il a écrit ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, donc de cette reprise en main au nom de la liberté de parole et contre la diversité. C'est son mandat lorsqu'il arrive. Il dit non, mais la diversité, ça a été terrible. Au nom du DEI, on a donné de la parole à des gens qui ne méritaient pas d'avoir la parole. Moi, au nom de la liberté d'expression, je vais rééquilibrer ça. C'est Brendan Carr lorsqu'il arrive. Ouais, tu veux dire quelque chose? Ouais, pour quelqu'un qui n'a pas lu le Project 2025, comme Trump n'a jamais lu, qui n'était pas au courant, il a quand même choisi l'auteur du chapitre sur la FCC pour être la tête du FCC. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a pas lu ce Project 2025, waouh, bien pointu, hein. Et tout à l'heure, je vous montrais le tweet de J.D. Vance où il faisait de l'humour en expliquant que Marco Rubio allait remplacer Jimmy Kimmel. Je vais vous montrer une des réponses que Brendan Carr sur X a fait lorsqu'il a remarqué que quelqu'un avait compris que c'était lié au projet 2025. Vous allez voir, il utilise le GIF de Jack Nicholson, je pense, Thomas. Tu dois l'avoir comme réponse. Ça va arriver, oui, là-bas. Projet 25. Vas-y, continue à côté de la vidéo. Voilà. Donc, regardez à quel niveau de on vous embête. Je parle politiquement. Incroyable, j'avais pas vu ça. Tu l'avais pas vu, hein? Incroyable. Donc, il répond à quelqu'un qui dit tout ça était dans Project 2025. Tout ça a été écrit dans Project 2025. Au fait, tout ça était dans le projet. Ouais. Et Brendan Carr répond directement à ce tweet avec le GIF où Nicholson, il fait la tête
Et il fait yes. du fou heureux, là, Ouais. en disant « Ouais, ouais, waouh ». On en est à ce niveau-là. Brandon Carr, exactement, fort et intouchable. Exactement, Audrey. Brandon Carr, je vous en avais parlé après le jour où il avait fait un podcast, et on va voir comment ces personnes ne changent jamais, comment on utilise les mêmes réseaux, lorsqu'il avait rencontré Benny Johnson. On va voir l'extrait un petit peu plus tard de avant-hier, mais on va retourner, non Thomas, on va retourner, c'était la photo numéro 12 là-haut, juste au-dessus. On va retourner sur cette rencontre, voilà, cette rencontre avec Benny Johnson qui avait fait un tweet. Il venait de passer du temps avec Carr, donc on est au tout début de la présidence en disant « Regardez, cet homme se bat pour le free speech. C'est vraiment au cœur de lui. C'est une légende. » On se souvient de cette série de photos. Et pourquoi je vous en avais parlé? Parce que lorsqu'on zoomait sur la photo, on remarquait que Brandon Carr, la personne qui est en charge, hautement estimée, portait un tweet à l'effigie de Donald Trump. Un pin à l'effigie de Donald Trump. Et je vous avais raconté toute l'histoire de ce pin qu'on pouvait acheter sur Amazon, etc. Ouais. etc. Et donc, c'est Brandon Carr qui est aujourd'hui à la tête de l'autorité qui décide, au nom de la liberté de parole, quel média peut continuer à exercer son travail et a le droit à une licence. C'est ce même personnage qui donc, hier, s'est emparé de cette déformation de Fox News, de cette histoire qui a été créée et que Trump continue à amplifier aujourd'hui en vous expliquant qu'il a dit des choses horribles sur Charlie Kirk. Et il est allé où? Il est allé chez Benny Johnson, podcast numéro 1 en termes de croissance sur YouTube, influenceur essentiel dans la sphère MAGA, qui à un moment d'ailleurs était tellement essentiel qu'il a reçu de l'argent qui venait de RT et qui venait de la Russie pour partager de la propagande anti-ukrainienne. Et donc hier, il était chez Benny Johnson. Et à un moment, évidemment, parce que Benny Johnson et tout ça, c'est de la mise en scène, tout ça est préparé, va lui poser une question sur ces fameuses déclarations ignobles de Jimmy Kimmel contre Charlie Kirk. On écoute. There's actions that we can take on licensed broadcasters, and frankly, I think that it's really sort of past time that a lot of these licensed broadcasters themselves push back on Comcast and Disney and say, listen, we are going to preempt, we are not going to run Kimmel anymore until you straighten this out, because we licensed broadcaster, are running the possibility of fines or license revocations from the FCC if we continue to run content that ends up being a pattern of news distortion. So I think, again, Disney needs to see some change here, but the individual licensed stations that are taking their content, it's time for them to step up and say, this, garbage, to the extent that that's what comes down the pipe in the future, isn't something that we think serves the needs of our local communities. But this sort of status quo is obviously not acceptable where we are. Donc vous êtes un spectateur de Benny Johnson, vous faites à peu près la même tête que lui parce que vous ne comprenez pas de ce qu'on est en train de vous parler. On vous dit non, mais il va falloir que soit les chaînes fassent quelque chose, ou en tout cas, nous, le FCC, on est prêt à contraindre. Et si ce n'est pas les chaînes, il met en avant une stratégie qui, comme par hasard, 2 heures après, va devenir la réalité.
Mais sa stratégie, donc je vous explique un petit peu à quoi ressemble le paysage audiovisuel américain. Parce que ça n'a rien à voir avec la France. Il y a des groupes qui, comme Disney, possèdent différentes chaînes, ESPN, Hulu et ABC, évidemment, Disney+. Et il y a des groupes aux États-Unis qui sont comme des franchisés, si vous voulez, qui possèdent les émetteurs et les zones d'influence de manière régionale. Donc, par exemple, vous êtes à New York, vous êtes à ABC, vous produisez un programme qui est le Jimmy Kimmel Show, et ce programme, il est diffusé ensuite dans plusieurs États par d'autres groupes indépendants, comme Nexstar, on va beaucoup parler de Nexstar dans quelques secondes, qui, eux, ils possèdent des territoires à travers les États-Unis qui leur permet de broadcaster, de diffuser les programmes à 200 millions de spectateurs. C'est le cas de Nexstar, on va beaucoup parler de Nexstar. C'est la différence fondamentale avec la France, c'est que en France, TF1, c'est TF1, ou France Télévisions, c'est France Télévisions. Ils n'ont pas à passer par des groupes qui garantissent, qui ont l'exclusivité et qui payent pour mettre en avant leur programme. Le système américain est comme ça. Et donc, vous voyez, l'arrêt sur image de Thomas est parfait. Donc, on dit, voilà, d'un côté, on pourrait, s'ils ne font rien, on pourrait enlever leur licence à ces groupes-là. Donc, à ABC, sa licence, ou à CBS, là, c'est le cas d'ABC, sa licence d'émettre. Mais il dit, mais il y a quelque chose qui pourrait être plus efficace, c'est que les groupes qui prennent ce signal ABC et le diffusent dans leur zone d'influence pourraient simplement dire, ben nous, on préempte, nous, on arrête de diffuser ce signal que la chaîne mère nous envoie parce qu'on considère que ce signal, que cette émission ne correspond pas à l'intérêt du public. Donc, nous nous posons en termes de censeur pour l'intérêt du sens commun, pour l'intérêt du public, et on ne va pas passer ce qu'il appelle ce garbage, donc ces informations, ces émissions qui critiquent Donald Trump, on ne va pas les passer. Et comme par hasard, donc ça c'est au début de la journée, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Le premier refus d'arrêter de passer donc Jimmy Kimmel ne vient pas d'une décision de ABC, de la maison mère, mais vient d'une émission du plus grand distributeur de programmes sur le territoire américain, qui est Nexstar. Et vous allez voir que dans leur déclaration de presse, on n'a pas peur de dire d'où ça vient, vous allez voir qu'on utilise exactement les mêmes mots que Brandon Carr, l'homme au pin doré Donald Trump. C'est le communiqué de presse d'hier de Nexstar. Et donc, en disant que dans leur chaîne affiliée, ils décident, tu peux nous remontrer le titre, de preempt, c'est le mot demandé par Brandon Carr, Jimmy Kimmel Live de manière indéfinie en commençant par ce soir. Et on voit dans la présentation de Nexstar, tu dois avoir l'autre document qui est toujours le document officiel de cette présentation en termes de pouvoir et de chaîne. Est-ce que c'est là? Non, c'est plus bas. Tu dois l'avoir quelque part. On va le trouver. Donc voilà. Vous allez voir l'ampleur. Donc d'un coup, vous avez un groupe qui rebondit sur ce que vient de dire
Non, c'est pas celui-là, Thomas, l'extrait. Ce que vient de dire Jimmy Kimmel, et ce groupe-là, voilà, c'était le bon. Ça arrive. Ça représente plus de 200 stations de télévision à travers les États-Unis, présents sur 116 marchés et qui touchent 200 millions d'Américains. Donc eux, ils disent, même si ABC continue à produire et à créer cette émission-là, nous, on ne va pas la diffuser auprès de nos 220 millions sur les 340 millions d'Américains qui reçoivent notre programme. En gros, cette décision, c'est la mort du show de Jimmy Kimmel. Évidemment, ça, c'est le premier niveau de l'arrêt de l'émission de Jimmy Kimmel. ABC, du coup, se retrouve dans la situation de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous, on doit continuer à faire cette émission-là alors que notre premier diffuseur refuse de la diffuser, alors que notre deuxième, qui est le groupe Sinclair, S-I-N-C-L-A-I-R, qui est un groupe pro-Trump depuis 2016, et c'est extrêmement important parce que c'est ces groupes qui facondent aussi les émissions d'information. Hein, il faut savoir que ces groupes comme Nexstar et comme Sinclair diffusent les programmes nationaux, mais comme le faisait France 3 et peut-être le fait encore France 3, fait du décrochage régional. C'est-à-dire que le soir à 19h, ils ne vont pas placer le journal national, ils vont diffuser un journal qui est produit localement et où la rédaction est à la merci de la direction éditoriale du groupe. Et Sinclair embraye sur Nexstar en disant « Non, nous on veut plus de Jimmy Kimmel et en plus, vous savez quoi ? Non seulement il faut qu'il arrête d'attaquer certaines personnes, on devine de qui il parle, mais en plus de ça, il faut que Sinclair, il faut que Kimmel présente des excuses publiques pour ses propos. Les propos, je vous les ai fait entendre, mais qu'il fasse une donation financière conséquente à Turning Point USA, au groupe de Charlie Kirk. Et donc là-dessus, on retourne du côté de ABC qui est en train de se dire « Mais mon Dieu, on est en train de faire cette émission, on a cette révolution qui est lancée par Brendan Carr, qui parle de suspendre la licence. On a 90% de nos diffuseurs qui ne vont pas diffuser. Ça ne sert à rien de continuer. On est terrifié. Comme le révèle Rolling Stone, on est en train, je cite Rolling Stone, de se pisser dessus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est terrifié par Donald Trump parce que alors qu'en plus de ça, la plupart de nos diffuseurs arrêtent de diffuser l'émission, si nous, on continue à la produire, c'est un acte de rébellion. On s'inscrit contre Donald Trump. Il a dit de manière extrêmement claire, et Brendan Carr l'a répété toute la journée sur les médias, que la prochaine étape, c'était de retirer la licence à ABC. Et donc, à partir de ce moment-là, ABC prend la décision qui a déjà été prise par ses diffuseurs de dire on arrête Jimmy Kimmel. Donald Trump a gagné. Et c'est pas nouveau, hein, Donald Trump qui souhaite, je vous ai expliqué, virer Jimmy Kimmel. En fait, il veut le faire depuis 2017. On va voir ce tweet côte à côte, Thomas, vas-y, de Kimmel, qui est le next, qui est le prochain à être viré. Vas-y, juste au-dessus du même. Non, à côté. Voilà. Le voilà. Donc, après le renvoi
de Colbert, qui faisait la même chose que Kimmel, Trump avait déclaré que le prochain serait Kimmel. Comme aujourd'hui, on va voir le tweet de Donald Trump hier soir en se félicitant de la décision de ABC, il a annoncé que les prochains, ça serait Jimmy Fallon et Seth Meyers. Ce sont les deux dernières voix qui restent. Elles sont sur une autre chaîne, NBC, en terminant président Donald Trump. Donc, Do it, NBC, faites-le. Ouais, en tant que président, il dit voilà, NBC, CBS vient de virer les leurs qui me critiquent, ABC vient de faire pareil, il n'y a plus que vous, faites-le. Et on sait comment ça va se passer. On sait comment ça va se passer avec les mêmes menaces de dire, ben voilà, on va vous retirer la licence. Si en plus de ça, parce que c'était le cas de CBS, on revient 2 secondes avant de vous raconter les coulisses de cette décision de Nexstar, CBS était le groupe Paramount qui était propriétaire de CBS, était en pleine période de négociation pour ce qu'on appelle un merge. Ouais. Donc, ils étaient en train de racheter une autre compagnie pour se consolider, pour devenir un plus grand groupe. Et comme quand toutes ces opérations-là, elles doivent être validées par la Maison-Blanche. Et la condition était très claire. On est d'accord pour cette opération si vous reprenez le contrôle de la partie news et que vous virez les personnes qui nous critiquent dans la partie humour. C'est ce qui s'est passé sur CBS et vous allez le voir, c'est ce qui s'est passé hier sur ABC. À tout de suite. Donc, le moteur de la décision de virer Stephen Colbert était de la part de Paramount, de la famille Ellison, qui souhaitait s'enrichir de quelques milliards de plus. Ce sont des gens qui sont déjà des milliardaires, mais il y a quelques milliards de plus à faire, était d'avoir la bénédiction de la Maison-Blanche pour ce rapprochement avec Skydance, donc cet achat d'un autre groupe d'entreprises. Hier, lorsque Brendan Carr passe chez Benny Johnson et explique que si ABC, si la maison mère ne fait rien, il y a 2 options, soit d'aller leur retirer leur licence, qu'il étudie ça, et il dit l'autre chose, c'est que les distributeurs des programmes, et il sait évidemment quel est le plus grand distributeur, Nexstar, ils ont qu'à arrêter de diffuser leur côté. S'ils arrêtent de diffuser, c'est la fin du problème. C'est 200 millions de spectateurs. C'est très bien que ABC ne pourra pas se permettre de s'élever contre son plus grand distributeur. Et pourquoi il est autant certain de ça au moment où il parle, car c'est que depuis le mois d'août, Nexstar est au centre d'une négociation pour justement acquérir un autre groupe qui s'appelle Tegna, une acquisition de 6,2 milliards de dollars. Et pourquoi c'est extrêmement important cette acquisition-là ? C'est parce que ça va leur permettre de devenir le premier groupe de médias aux États-Unis en termes de diffusion sur les réseaux de télévision. Dans la réalité, par rapport aux lois qui existent aujourd'hui, ce rapprochement entre Tegna et Nexstar est illégal.
il y a une loi aux États-Unis qui a été modifiée une dernière fois en 2004, qui interdit à n'importe quel groupe de pouvoir avoir la totalité de ses programmes sur plus de 39% des foyers américains. Ce merge va permettre de permettre à Nexstar de devenir le premier diffuseur et à exploser ce chiffre-là, parce que d'un coup, avec l'acquisition de 265 stations dans 44 États, les programmes produits par Nexstar toucheront 80% de la population américaine. La loi, c'est 39%. Ils en sont à 80%. Et évidemment, c'est une zone problématique. On va voir que au mois d'août dernier, lorsque le Washington Post avait parlé de cet accord qui était en cours avec, du côté de Nexstar, qui est installé au Texas, dont les fondateurs ont soutenu financièrement la campagne de Donald Trump. Donc, eux avaient cette certitude qu'ils se retrouveraient dans cette situation de monopole complet. Ils nous expliquaient que, par exemple, en prenant un marché qui était le marché de Indianapolis, où il y a 4 stations, 4 chaînes différentes d'information locale, grâce à cet accord-là, Nexstar allait en acquérir 3. 3 sur 4 appartiendraient au même groupe. Évidemment, si cette loi des 39% existe, c'est pour éviter ce genre de choses et pour éviter que quelques grands groupes aux États-Unis contrôlent totalement l'information. Parce que c'est l'enjeu derrière cette acquisition, c'est de contrôler l'information. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et la grande nouvelle, vous voyez, ce qui était quand même assez ironique, amusant ou intéressant, c'est que le 21 août, lorsqu'on faisait cet article, je vous ai gardé l'illustration en dessous du titre parce que c'était qui? C'était Brendan Carr. C'est Brendan Carr qui, avec l'accord de Donald Trump, va décider de se dire on ne respecte pas la loi. Évidemment, il y aura des plaintes, évidemment, il y aura des procès, mais de dire on ne respecte plus la loi. Et pour faire face à la concurrence, on autorise le rapprochement de Nexstar et Tegna. C'est énorme. Il y a une lettre qui a été envoyée par plusieurs groupes, par tous les groupes d'ailleurs de journalistes aux États-Unis, en disant c'est une catastrophe si ça se passe. Non seulement on sait que tous ces rapprochements à travers l'histoire ont accéléré des licenciements complets de rédaction, qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalistes aux États-Unis, mais tu peux passer les extraits à mesure, mais en termes de conditions d'indépendance, à chaque fois qu'il y a eu ces acquisitions qui ont permis à un groupe de devenir de plus en plus important, c'est le contraire. Il n'y a plus de liberté de la presse, c'est la démocratie que l'on attaque derrière parce que la ligne éditoriale est décidée par les propriétaires du groupe, dans l'intérêt du groupe. Le groupe ne veut pas, c'était amusant parce que c'était cité comme un exemple dans ce courrier qui a été envoyé en juillet dernier, en disant lorsque, par exemple, on a besoin d'une autorisation gouvernementale pour justement la prochaine acquisition et la prochaine acquisition et la prochaine acquisition, ce qu'on fait, on fait pression sur nos rédactions pour être certaine que l'information qui est présentée soit une information qui ne brouille pas les relations avec les autorités gouvernementales, avec Donald Trump et avec Brendan Carr. On dit, voilà, si on ne respecte pas cette règle de 39%, c'est la démocratie américaine qu'on est en train de tuer.
c'est l'histoire que je vais vous raconter, parce que la véritable histoire derrière le renvoi de Jimmy Kimmel, elle est là. C'est que lorsqu'il intervient dans le podcast de Benny Johnson, Brandon Carr envoie un signal extrêmement fort à ce groupe-là en disant, ben voilà, soit vous preempt, c'est exactement le terme qui est réutilisé, l'émission de Jimmy Kimmel, sinon on ne sait pas ce qui va se passer au niveau de ce rapprochement que je dois approuver. Et d'ailleurs, lorsque au mois d'août, Nexstar eux-mêmes avaient annoncé que tout était en place pour ce rapprochement, ils n'hésitaient pas, hein, c'est l'extrait que tu as montré tout à l'heure, Thomas, il n'existait pas de dire que la politique poursuivie par l'administration Trump allait permettre ce rapprochement. Donc vous imaginez, lorsque Nexstar annonce cette transaction à 6,2 milliards de dollars, ils savent que cette transaction est illégale. La loi américaine ne permet pas à un groupe d'être aussi puissant, ne permet pas d'être dans cette situation de monopoly. Ils le savent, mais ça ne les empêche pas de l'annoncer parce qu'ils savent derrière que le groupe qui détient le pouvoir de Donald Trump à Brandon Carr vont approuver cet accord-là. Et donc, quand Brandon Carr appelle à eux en disant « il faut interdire Jimmy Kimmel », et demain, d'autres, on va écouter il y a quelques minutes Brandon Carr qui était sur Fox News, parce qu'il annonce que d'autres pièces vont tomber, d'autres chaussures, on dit aux États-Unis, c'est parce qu'il a le même pouvoir. Et c'est désormais la condition, et c'est une manière dont on exerce la censure, qui est de dire, soit vous suivez nos instructions, soit on vous retire vos licences, ou soit on n'approuve pas vos rapprochements qui vont faire de vous et de vos familles des multimillionnaires, voire certains d'entre vous, des milliardaires. On écoute Brandon Carr. Look, President Trump, and so again, we're going back to that era when local TV stations judging the public interest get to decide what the American people think. And again, we're constraining the power through those actions of Disney, of Comcast. I think the American public are going to be much better off. But yeah, I don't think this is the last shoe to drop. This is a massive shift that's taking place in the media ecosystem. And I think the consequences are going to continue to flow. Oui, c'est complètement assumé. On dit on doit revenir à une période où c'est la chaîne d'information locale. Hein, c'était un exercice du pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on vous suivez le parcours politique de quelqu'un comme Lyndon Johnson, sa femme était propriétaire de plusieurs chaînes de télévision locales dans la région de Austin qui permettaient de faire de la publicité à Donald Trump, qui était jeune membre du Sénat. Lyndon Johnson, jeune membre du Sénat. Et donc, il dit, on va revenir sur ça. C'est-à-dire que ce n'est plus ABC, Disney. Donc, évidemment, hein, on se dit, Disney, c'est la Californie, ce sont des gens qui sont woke. Ce n'est plus eux qui vont décider de ce que les Américains doivent penser, mais ce sont les télévisions locales. Les télévisions locales, c'est un mirage parce qu'en fait, c'est un ou deux grands groupes. Là, pour le coup, ils ne sont pas en Californie. Il est au Texas, qui possèdent ces chaînes de télévision et qui vont décider ce que des millions d'Américains effectivement pensent parce qu'ils vont regarder, écouter, sans forcément le savoir, des programmes dont la ligne éditoriale est choisie par un seul groupe. Hein, repensez à l'exemple d'Indianapolis où, sur les 4 chaînes locales, 3
vont désormais appartenir aux mêmes propriétaires. Et c'est là qu'on rentre, quand on revient au début de l'émission, c'est là qu'on rentre sur quelque chose qui est extrêmement dangereux. Lorsque vous étudiez l'histoire comme vous devez le faire, et comme ces gens-là ne veulent pas que vous le fassiez, vous savez qu'un des vecteurs essentiels de la montée vers le pouvoir d'Adolf Hitler, et puis de son expansion, et de la fin de son recours à la constitution allemande, a été le soutien des industriels. Le soutien des industriels allemands qui voyaient leur intérêt financier dans la politique d'Adolf Hitler. Une des raisons de l'échec de Donald Trump en 2020, c'est parce que certaines grandes entreprises américaines ont refusé à ce moment-là de cautionner ce que faisait Donald Trump. Cette barrière, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de certaines grosses entreprises, est aussi un des garde-fous pour la démocratie, et ici la démocratie américaine. Le problème, c'est que mois après mois, et souvent d'ailleurs de manière volontaire, pas forcément que de manière forcée, les grands groupes américains se sont désormais alignés à 100% derrière Donald Trump. Lorsque Donald Trump dit « je veux changer la société américaine », ces grands groupes vont lui donner les instruments pour réussir. Hier, je lisais un message sur X qui appartient à un allié de Donald Trump, où on disait, alors que du côté des démocrates, on essaye de comprendre comment produire du contenu qui peut devenir viral, du côté des républicains, on en est à acheter ces plateformes-là. Lorsque, dans quelques semaines, Brandon Carr et Donald Trump vont approuver le merge entre Tegna et Nexstar, ce sont un groupe allié de Donald Trump qui contrôleront les programmes reçus par 80% des foyers américains. En 2025, la première chaîne d'information continue aux États-Unis, c'est Fox News, un allié de Donald Trump. CBS est désormais sous contrôle d'un allié de Donald Trump. Meta, Zuckerberg, a choisi de s'aligner depuis des années et maintenant de manière ouverte derrière Donald Trump. X appartient à un allié de Donald Trump, Elon Musk. TikTok va être vendu à des alliés de Donald Trump. Ce glissement vers l'abîme est rendu possible grâce à cette collaboration entre des idéologues et des milliardaires qui se rendent compte que s'asseoir sur la Constitution, y compris l'article 1er de la Constitution, c'est un sacrifice qu'ils sont prêts à faire du moment que leur fortune
s'agrandit, que leur compte en banque passe de centaines de millions à des dizaines de milliards. Et si Donald Trump réussit, en début d'émission, je vous parlais de ce retour de balancier et en se demandant si ce retour de balancier se produirait suffisamment à temps. Si Donald Trump réussit, c'est grâce à eux. C'est grâce à Elon Musk, grâce au propriétaire de CBS, grâce à Mark Zuckerberg, grâce à Tim Cook, patron de Apple, qui accompagnait encore hier Donald Trump du côté de l'Angleterre en son voyage officiel. Grâce à ces milliardaires qui ont décidé d'oublier leur devoir de citoyens parce qu'on leur propose de se retrouver dans ce petit groupe-là qui aura tous les avantages, qui aura la loi pour eux, qui n'auront plus à attendre pour recevoir des avantages qui leur permettront de s'enrichir. On est dans cette situation aujourd'hui aux États-Unis où peu à peu, tous les vecteurs de résistance capitulent ou disparaissent. Lorsqu'on s'attaque à Jimmy Kimmel, lorsqu'on fait virer Stephen Colbert, lorsque demain on fera virer Jimmy Fallon, Seth Meyers, CNN, South Park, on s'assure dans la réalité de pouvoir continuer ce système de corruption dans une impunité totale. Et c'est ce qui intéresse Donald Trump.